Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. On se retrouve déjà donc à la vidéo de cette fin d'année 2020, puisque donc après il y a les fêtes de fin d'année, donc la prochaine vidéo sera début 2021. Et donc du coup, en petit cadeau, vous n'aurez pas droit à un mais à deux flags aujourd'hui, et par contre il faudra attendre janvier 2021 pour avoir le dernier flag de ce endgame, et donc la dernière étape de cette cyberattaque. Donc pour rappel, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, on en est à la troisième étape, c'est-à-dire que sur cette infrastructure qui est utilisée par ce qu'on appelle du POO dans ce scénario de endgame, donc ce serait utilisé par des professionnels de l'offensif. Il y avait donc deux ports ouverts et en gros à l'heure actuelle, en ce début de troisième étape, on a poney un accès MS SQL donc sur ce port ouvert sur internet 1433 où on a réussi à élever nos droits afin d'être équivalent du compte SA. Et donc la prochaine étape évidemment c'est d'approfondir notre attaque avec pour objectif de devenir domaine admin de la cible dont on connaît déjà le nom de domaine puisqu'on voit ici que le MS SQL nous informe que le domaine s'appelle intranet.poo. Et la machine on l'a aussi, elle s'appelle compatibility. Bien, tout ceci étant dit, donc je reviens sur le shell que l'on a créé, enfin en gros on a créé un compte Lisbeth qui a des droits à sysadmin, et on va partir de ce shell MS SQL pour essayer d'aller plus loin dans l'attaque. Donc la première chose à faire c'est évidemment voir si on peut exécuter des commandes xpcmd shell. Normalement maintenant on peut, puisque on a élevé nos droits jusqu'à compte SA. Et donc j'active ce xpcmd shell et j'exécute une commande, par exemple whoami, et on voit que ça ne passe pas. Voyons voir pourquoi. Alors il suffisait de lire les lignes plus haut, on voit ici que qu'il faut lancer reconfigure pour prendre en compte la modification. Je vais donc le faire de ce pas. Du coup, est-ce que c'est mieux? Est-ce que maintenant mon xpcmd shell whoami passe? Oui, c'est mieux. Parfait, donc un petit rappel sur xpcmd shell, hein, qui est pas forcément connu de tout le monde, mais qui est très connu dans le monde de l'attaque sur des bases de données Microsoft. Donc c'est un mot-clé uniquement sur les bases de données MS SQL qui permet donc d'exécuter des commandes depuis une invite MS SQL. Donc évidemment c'est un droit qui est fort et donc qui est très limité, de plus en plus limité, on a rarement ça du premier coup. Et c'est pour ça que j'ai dû l'activer en amont, maintenant que j'avais les droits SA, pour pouvoir jouer avec ça. Donc à partir de là, on peut passer beaucoup de temps à creuser dans une mauvaise direction, on va dire. Donc là, je rappelle, hein, pour les nouvelles arrivantes, que c'est une machine, enfin même un endgame que j'ai déjà fait, donc je connais déjà la bonne solution. Et je vais pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais vous montrer la bonne solution. Mais là, potentiellement, vous pouvez partir loin sur d'autres directions qui sont pas les bonnes. Alors la bonne solution c'est de faire un peu d'énumération comme toujours. Et là on voit qu'il y a un dossier qui est intéressant qui est le inetpub. Pas que, les autres aussi sont intéressants. Mais celui-là c'est la bonne direction puisque dans ce inetpub on voit qu'il y a le web.config. Et le web.config est un fichier très intéressant, mais on en parlera plus loin. Pourquoi on en parlera plus loin? Puisque quand j'essaye de l'afficher avec la commande type, il me dit access 69. Donc c'est pour ça que il est potentiellement possible que vous passez beaucoup de temps à chercher d'autres vulnes
en pensant que c'est pas la bonne direction, et en fait c'est pas la bonne direction dans le sens où il y a un autre moyen d'exécuter du code sur ce serveur que avec le compte MS SQL PEO public. Et cet autre moyen, ça peut être une hackeuse qui, si vous cherchez sur internet, qui pourrait vous y faire penser. Et ce sera donc la hackeuse de la semaine, qui s'appelle Lily Coleman Goff. Et elle a écrit donc un article qui va être la solution sur cette étape du endgame, sur comment on active les scripts Python dans SQL Server. Donc c'est une feature qui est pas si ancienne que ça, c'est pour ça que, comme souvent, les nouvelles features sont intéressantes d'un point de vue attaque, puisque on n'a pas le recul sur les incidences qu'elles peuvent apporter d'un point de vue attaquant. Et du coup, il y a donc une possibilité d'exécuter du script Python aujourd'hui au sein d'un invite Microsoft SQL. Et pour cela, on utilise un mot-clé qui s'appelle spconfigure. Dans un premier temps, on va faire un spconfigure pour autoriser l'exécution de scripts externes. Et ensuite, on va utiliser un mot-clé qui s'appelle spexecute external script qui nous permettra d'exécuter donc des scripts Python. Alors, première étape, comme je l'ai dit, on configure external script enabled à 1. Bon, c'était déjà le cas. Bon, c'est déjà le cas, mais je fais quand même le reconfigure histoire d'être propre. Et seconde étape, vu que les scripts externes sont autorisés, on peut faire donc le fameux mot-clé que j'ai dit, spexecute external script. Là, on choisit le language, et donc on va utiliser Python, qui est quand même un langage qui rocks de nos jours. Et on va utiliser donc un script assez bête, où on va mettre Hello Lisbeth. Tac. Alors c'est toujours chiant sur ces invites là de pas se tromper avec les simple quote qui ferme ça, et le point virgule final. Je pense qu'on est bon. Ça prend un peu de temps, ce qui fait pas mal de lancement de process derrière, j'imagine. Donc apparemment lancer un serpent depuis une base de données, il faut pas être pressé. Voilà. Et on voit qu'en effet mon script Python Hello Lisbeth fonctionne puisqu'il est affiché en sortie. Donc parfait, apparemment ça fonctionne. On peut donc mettre en place un script qui est un peu plus intéressant que Hello Lisbeth pardon. Hello World qui est donc la première chose en général qu'on fait quand on scripte un nouveau language, pour des raisons historiques, hein, je vous laisserai creuser pour les plus jeunes d'entre vous pourquoi Hello World est le premier, en général la première étape. Bien, donc nous on veut évidemment exécuter du code et comme on est flemmard, autant utiliser du code directement en ligne de commande, enfin c'est-à-dire en shell. Et pour cela, on utilise OS System de Python. Et donc je fais encore un whoami, qui est souvent donc la commande qui permet de voir si notre exécution de code fonctionne, et au passage, elle fonctionne avec quel utilisateur. Et là, on voit que on exécute du code en tant que PO public 01, qui est donc pas le même utilisateur que
que l'exécution de code qui est faite à travers le XPCMD Shell. À travers le XPCMD Shell, on exécutait du code en tant que MS SQL PO public, et là, la configuration fait qu'on exécute du code en tant que PO public 01. Donc évidemment, vu qu'on exécute du code avec des droits différents, la prochaine étape c'est est-ce que par hasard, avec cet utilisateur PO public 01, je n'aurai pas les droits pour lire le fameux webconfig. Donc on va tenter ça de ce pas, et je remplace le whoami par affichage de... Non, c'est pas Windows, tellement l'habitude, inetpub, en route, web.config. Et oui, ce coup-ci on a le droit, avec cet utilisateur PO public 01, on peut afficher le contenu de web.config qui contient en effet un mot de passe en clair, ici, du compte administrateur, est-ce qu'on le voit ici, tac tac tac, de l'URL /admin, dont on a parlé, si ma mémoire est bonne, durant la première vidéo. Donc web.config, c'est vraiment, moi en mission, ça m'est arrivé vraiment souvent de l'avoir, et donc d'avoir des mots de passe en clair dans ce fichier. Donc quand vous êtes sur un serveur 2IS, c'est un des premiers réflexes, regardez le contenu de ce fichier, qui est souvent très intéressant d'un point de vue attaquante. Alors, vu qu'on a obtenu le login mot de passe /admin, et ben on a bien envie de l'utiliser, hein. Donc on va aller sur cette URL dont on était déjà allé lors de la première vidéo. Tiens, c'est marrant, on me renvoie pas sur le... Ah, parce qu'en fait, tout bêtement, c'est on est combien, troisième flag, on l'avait pas encore eu celui-là. Et pourquoi? Ah oui, c'est parce que je suis déjà authentifié. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Donc en gros, normalement, ça c'est parce que je l'avais fait la vidéo, préparé la vidéo en amont. Normalement, voilà, ça vous présente un vide de login mot de passe, comme c'était le cas sur la première vidéo. Et du coup, je vais mettre pas admin, mais administrator. Et le mot de passe qu'on a trouvé ici. Bim! Et là, en effet, on tombe sur le troisième flag de ce endgame. Donc parfait, on avance au sein de cette cyberattaque. Prochaine étape, évidemment, exécuter donc, je dirais même avoir un shell, ça sera encore plus pratique, en tant que comment il s'appelle l'utilisateur, hop, en tant que PO public. Alors pour cela, je rappelle que depuis l'extérieur on n'a que deux ports ouverts. Bon, on va le remontrer. On a le 80 et le 1433. Et comme on l'a vu dans des précédentes machines, donc c'est pas des ports qui nous permettent d'avoir facilement un shell. Par contre, ce qui nous permet souvent d'avoir un shell aujourd'hui, c'est le WMI à travers WinRM. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est si je reviens sur... Non, c'était pas ici, c'était là. Sur mes commandes XP, SNDShell whoami, voilà. Et que je regarde un peu ce qui en écoute en TCP sur cette machine. Je vois que... donc ça c'est l'énumération qu'on aurait dû faire même avant de poney l'accès au webconfig. Je vois qu'il y a le port 5985 qui est ouvert. Du coup, il y a effectivement WinRM qui est ouvert, mais on peut pas le taper, en tout cas le scan and map nous indique que c'est fermé. Donc il y a peut-être un parfait ou quelque chose qui nous empêche d'atteindre ce port depuis internet. Et c'est là que, pareil, vous pouvez y passer du temps avant d'y penser, mais pourtant c'est la base, ce que j'appelle du back to basic. Et ça m'a fait penser, étrangement il y a un lien quand même,
avec une anecdote sur une mission cliente où je vais lancer un respondeur. Donc c'était un test d'intrusion interne. J'avais lancé respondeur donc pour récupérer des haches NTLM V2 au sein du LAN interne. Et j'en avais récupéré genre que 2 en une journée. Et ça me paraissait surprenant parce qu'en général, quand il y a beaucoup de machines, et c'était le cas chez ce client, on en récupère plutôt une cinquantaine. Enfin, ça dépend, mais en tout cas, pas deux. Et du coup, bon, je vais boire un coup. Enfin, je vais me détendre les jambes. Quand vous êtes bloqué, hein, ça vaut le coup en général de se lever de votre chaise et d'un peu aérer le cerveau. Et du coup, en me promenant, je me rends compte, en regardant la machine utilisée par les différents utilisateurs et utilisatrices au sein de ce client, et ils ont une machine qui ressemble à ça, qui est donc un Wise de Dell. Et le Wise de Dell, c'est juste un déportage d'affichage en gros. Donc les sessions des utilisateurs sont sur des serveurs et pas sur le LAN local. Du coup, c'est pour ça que j'ai perdu plein de temps pour rien, puisqu'une fois que j'ai découvert ça, je fais je suis trop bête, surtout que il s'avérait après investigation que j'avais compromis un serveur sur le LAN en question, où étaient ces machines, on va dire ces serveurs utilisateurs. Donc j'ai pu faire le respondeur dans le bon LAN. Tout ça pour dire que des fois, il faut un peu se lever de sa chaise. Et ici, le back to basic, c'est il faut se dire, tiens, si je fais tout simplement un ipconfig, donc la commande sur Windows pour afficher la configuration IP de la machine sur laquelle on a le shell. Et ici, on voit qu'effectivement, cette configuration IP a une configuration IPv4, mais elle a aussi une configuration IPv6. En plus, avec un nom DidBabe qui laisse penser que s'ils ont mis une adresse IP avec un nom, c'est peut-être parce que il faut l'utiliser. Et donc, en effet, là, l'astuce, ça va être, est-ce que cette IPv6 aurait pas les mêmes blocages de pare-feu que l'IPv4. Donc, on va de ce pas tester ça, en faisant donc un nmap-p5985, puisqu'on veut voir si le port WinRM est ouvert, en IPv6, donc -6, sur l'adresse IPv6 deadbabe 1001. Et bingo, c'est ouvert, donc le firewall n'a pas les mêmes droits au niveau IPv6 qu'IPv4, ce qui est relativement fréquent encore aujourd'hui. Donc parfait, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir se connecter avec WinRM comme dans des précédentes vidéos, mais via l'IPv6. Donc le plus simple pour ça, c'est de configurer le etc host. Oui, j'ai déjà fait, en mettant donc l'adresse IPv6 et à côté un nom d'hôte, comme ça c'est plus simple à taper, même si là l'IPv6 est facile à taper pour une fois. Et donc je vais faire un evil winrm sur la machine compatibility avec le compte administrator et le user qu'on a poney tout à l'heure. Je vais le rechercher parce qu'il est un peu long à taper. Il est là. Everybody wants to work. Je vais prendre les double quotes au passage, les guillemets, puisque le mot de passe ça a des points dedans. Et je pense que ça doit le faire. Tout le monde veut travailler APO. Et nous on travaille pas pour eux. Bon, on a quand même les droits d'accès sur leur machine. C'est parfait. Je pense que à partir de là, on a donc des droits administrateurs sur cette machine. Voyons voir. On est dans l'utilisateur document, il n'y a rien dedans. En général, c'est plutôt sur desktop. Donc on va aller dans desktop sur le bureau. Et effectivement, on a le flag sur le bureau. Pas 4, pardon. Si on remarque 4 est pris en compte, je pense, par Evil WinRM. Yes. Et donc on arrive au 4e flag de ce endgame. Parfait. Et donc la dernière étape,
qui sera faite début 2021, c'est comment devenir administrateur du domaine, puisque là on a administrateur que de la machine. Pour vérifier ça, on peut faire un whoami/all. On voit qu'on a effectivement un paquet de droits sur cette machine. Et je vais même faire un not user administrator /dom. Ah, mais ça va peut-être pas passer. On va voir. Ouais, accès 69, donc on n'a pas encore accès à tout. Mais on verra ça à la prochaine vidéo. Donc pour résumer, d'un point de vue mitigation, hein, donc quelles sont les failles qui nous ont permis de prendre le contrôle en tant qu'administrateur de cette machine depuis Internet. Donc je parle que de celle de cette vidéo évidemment, pour les vidéos précédentes se référer aux vidéos précédentes. Donc sur la possibilité donc d'exécuter du code Python, ou en tout cas du code de langage externe sur la MS SQL, j'avoue que j'ai pas pris le temps de regarder quelles sont les parades recommandées à l'heure actuelle. Donc s'il y en a parmi vous qui connaissent ce sujet, n'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont les meilleures parades, les meilleures configurations à mettre en place pour éviter cette possibilité. En tout cas pour éviter au maximum les conséquences de cette possibilité. En termes de mots de passe en clair dans les fichiers webconfig ou autres, la première recommandation c'est, si possible, mettez pas des mots de passe en clair dans des fichiers, ou si vous devez mettre des mots de passe dans des fichiers, mettez-le en format H et pas en format en clair. Ça arrive encore aussi aujourd'hui de pas retrouver des hash, mais retrouver des mots de passe chiffrés avec des clés symétriques. C'est moins bien que le hash, mais ça reste mieux que d'avoir un mot de passe en clair. Et aussi aujourd'hui on a souvent sur des environnements Linux AWS par exemple, les mots de passe qui sont plutôt dans des variables d'environnement que dans des fichiers à plat. Donc voilà 3 pistes, hein. Il y en a d'autres pour éviter les mots de passe en clair dans des fichiers. Ensuite on a vu que la problématique c'était le fait que le filtrage sur l'IPv6 n'était pas le même que sur IPv4, donc bien penser à appliquer le même filtrage. Et même si vous n'avez pas besoin que votre service écoute sur l'IPv6, vous ne bindez pas votre service, vous ne liez pas votre service à l'IPv6 si c'est inutile, hein, évidemment. Et enfin, pour le Evil WinRM aussi, il y a la possibilité de désactiver le WMI plugin sur WinRM si ça ne vous sert pas. Autant que ça ne serve pas non plus aux attaquantes. Voilà pour toutes les possibilités que moi je vois à chaud sur ces exploitations de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires donc, et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et je pense que l'année prochaine sera bien meilleure, en tout cas pour la plupart d'entre nous, que l'année 2020. Donc je vous dis à l'année prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.